Alors, bonjour à tous. En attendant, vous allez voir défiler sur l'écran derrière nos youtubeurs du jour les 6 finalistes du prix YouTube. Le Salon du Livre est assez fier pour la 4e année d'organiser ce prix des youtubeurs d'histoire avec un engagement de BNP Paribas auquel j'appartiens. Je suis responsable archive d'histoire de BNP Paribas et je suis également l'observateur du patrimoine. Et donc moi je suis vraiment heureuse d'être au sein de ce salon du livre pour discuter avec des youtubeurs qui nous font la chance et le privilège d'être présents aujourd'hui pour discuter avec vous. Donc l'idée c'est que quand je leur pose des questions et que ce soit aussi interactif. Si vous avez des questions à leur poser sur leur passion, puisque la plupart ont une activité professionnelle à côté et puis consacrent leur week-end, leur soirée, leur pause déjeuner à monter toutes ces vidéos en sachant que ils rencontrent un public extrêmement large et c'est ça qui est toujours, je pense pour eux, mais ils nous l'expliqueront pratiquement, mais on touche un public jeune, un public large, sur des sujets qui peuvent parfois être soi-disant connus mais qui nous permettent de l'aborder avec un autre angle d'approche. Alors n'hésitez pas, il y a quelques places devant pour ceux qui souhaiteraient. On attend encore 2 youtubeuses qui ne vont pas tarder à arriver. Et je crois qu'elles arrivent, tout va bien. Et donc on est vraiment fiers. Donc il y avait 6 finalistes. Il faut savoir que cette année, nous avons eu 56 candidats pour le prix YouTube, 6 finalistes retenus et un prix du jury décerné à Thomas Laurent pour un documentaire. Je vous en prie, vos sièges sont prévus là. Voilà, exactement. Et donc un prix qui a été remis à Thomas Laurent pour sa chaîne Thomas Laurent et qui est un documentaire que je vous invite à voir sur Etsy sur une découverte archéologique. Un meilleur espoir YouTube que nous avons aujourd'hui en la présence d'Elsa qui présentera sa chaîne tout à l'heure. Et puis un prix du public remis à Questions d'Histoire après les votes du public. Donc je vous invite l'année prochaine, comme il y aura un autre 5e prix YouTube, d'aller voter l'année prochaine. Et avec une remise des prix qui a eu lieu hier soir en compagnie de notre président du jury cette année qui était Bruno Solo. Donc on va pouvoir commencer parce que les 4 youtubeurs du jour sont présents. Donc je les en remercie. Juste pour commencer et poser le décor auprès du public, je vais juste vous demander en une phrase de vous présenter, de présenter votre chaîne et de donner un mot qui symbolise votre chaîne. D'accord ? Donc je vais commencer par William, complètement désigné. Okay. Si tu peux présenter ta chaîne, Histoire en jeu. Oui, donc bonjour, je m'appelle William Bou, je suis prof d'histoire-géographie et j'anime la chaîne Histoire en jeu. Donc c'est une chaîne d'analyse de jeux vidéo historiques et de vulgarisation historique. Et le mot pour définir, éducation aux médias et à l'information. Merci. Je laisse... Alors, moi je suis conservatrice restauratrice du patrimoine et j'ai une chaîne sur les techniques artistiques pour permettre aux personnes de découvrir l'art autrement. Donc je fais pas de l'analyse de tableau, j'explique plutôt les matériaux employés. Et s'il y avait un mot, ce serait la démocratisation, j'imagine, de l'art. Ok, et donc ta chaîne c'est l'Opératorium, voilà, et tu étais dans les finalistes, oui, comme d'ailleurs, il n'a pas précisé, 2 finalistes 2021. Oui. Bonjour, donc Elsa Gallinet, je présente la chaîne Passeport Poudrière. Le but de la chaîne, en fait, c'est de parler des interactions entre l'homme et l'environnement, que ce soit les interactions, par exemple la pollution engendrée par l'homme, ou bien la remontée marine ou le changement climatique. Donc en un mot, c'est une chaîne d'histoire et d'archéologie environnementale. Super, merci. Bonjour, moi je suis Antoine Reich, du coup, docteur en histoire contemporaine, et dans le cadre de mon doctorat, j'ai eu envie en fait d'élargir un petit peu ce que je faisais. Je faisais des cours à l'université, j'ai eu envie d'élargir sur YouTube, et donc c'est un petit peu ce que je fais, des cours filmés finalement, où je parle de méthodes historiques, comment on va dans les archives, ce genre de choses, et je fais des séries sur l'histoire de la Révolution française par exemple. Et donc si je devais résumer en un mot, je dirais méthode. Okay, merci beaucoup. Alors, il faut savoir qu'ils sont très modestes, ils ont chacun plusieurs milliers d'abonnés à leur chaîne. Ils ont un public captif et on espère que certaines chaînes vont encore plus grandir et que le prix YouTube, en tout cas leur nomination à ce prix du Salon du Livre d'Histoire, va permettre de faire grandir leur chaîne encore plus.
Et donc je vous invite d'ores et déjà à aller regarder leurs vidéos qui sont vraiment toutes remarquables. Ah, mais leur nom, alors sur le. Donc, de toute façon, vous l'avez sur le programme aussi, parce qu'il y a un certain nombre de. Je ne suis pas sûre que vous les lancez sur le programme, mais vous allez pouvoir les retrouver sur le site internet d'Histoire de Lire. Vous avez les noms des youtubeurs en question, et donc vous avez des liens vers leurs vidéos et vous avez des liens vers leur compte. Et puis vous êtes aussi certains sur Twitter, sur Twitch, sur Instagram, je crois, je ne me trompe pas. Donc plein de moyens de pouvoir les contacter. Alors du coup, j'avais une première question pour vous. Au-delà de la présentation de la chaîne, et je vais peut-être commencer parce qu'on a un territoire affinitaire toutes les deux, restauration du patrimoine. Quelle a été la motivation, essayer de résumer la motivation de création de cette chaîne, quel a été l'élément déclencheur? Alors, on a parlé hier soir lors de la remise du prix, mais comme le public présent n'est pas forcément là, je pense que l'histoire est assez intéressante. Alors, conservateur, restaurateur du patrimoine, c'est un métier qui a beaucoup changé depuis une dizaine, trentaine d'années maximum. Avant, les restaurateurs se formaient de façon artisanale, c'était des artisans, et ils réparaient les objets avec les mêmes choses qu'ils utilisaient pour créer. Mais ça fait 30 ans qu'on se pose beaucoup de questions, parce que utiliser les mêmes matériaux de création pour réparer, ça abîme au final les objets qui, entre-temps, ont vu les années passer et qui ne supportent pas ces nouveaux matériaux. Donc, le métier a évolué, il est beaucoup plus scientifique et il est très méconnu aujourd'hui. Il est souvent beaucoup associé à de l'artisanat, alors que c'est devenu de la chimie, de la science. Mais c'est vrai qu'on a aussi encore cette dimension artisanale à notre métier, dans le sens où pour être un bon restaurateur, il faut s'intéresser aux techniques et bien comprendre les intentions des artistes, des artisans en fait, replacer l'œuvre dans un contexte, dans une époque donnée. Donc pour mieux comprendre ces matériaux, j'ai fait l'exercice d'être copiste au Louvre. Le Louvre, depuis la Révolution française, permet à tout le monde, dans une démarche citoyenne, de venir s'entraîner à copier les maîtres. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'école officielle de l'État. Tout le monde peut venir avec sa toile et c'est une tradition qui est perpétuée au Louvre donc depuis la Révolution française. Alors je me suis mise sur liste d'attente et au bout de 2 ans, le Graal, je peux enfin venir poser ma toile. Donc c'est prestigieux, je vais pas m'en cacher, c'était une longue attente et du coup on a seulement 3 heures par jour plus 1 heure pour sortir le matériel et le rentrer. C'est très long, très procédurier parce qu'ils ont peur des faussaires. Et on a interdiction de faire sa publicité, voire même de parler avec le public, c'est très mal vu. Et en plus, quand on vient là, moi, j'y vais pas pour faire le show, mais pour être étudiante et m'entraîner. Sauf que comme ça crée un pont avec le public qui manque un peu dans les musées, parfois ça peut être froid, il y a beaucoup de cartels, eh bien je me suis retrouvée avec plein de visiteurs qui venaient m'assaillir de questions. Et même si c'est un plaisir de partager sur ma passion, j'avais pas le temps et pas vraiment le droit de leur parler. Et ça m'a beaucoup frustrée de me rendre compte à quel point les visiteurs du Louvre, qui représentent un bon échantillon de la société, se retrouvaient perdus dans ces salles, qui n'avaient plus aucun sens de la matière, de comment c'est fait. Tout le monde me disait c'est peint à l'acrylique, on est dans des collections 18e, évidemment c'est de la peinture à l'huile. Et je me suis dit, non, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, comme j'avais pas le temps de leur parler, j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai décidé d'aborder tous ces sujets et de rendre un petit peu l'art plus proche des gens par le biais des matériaux, des métiers que presque tous nos ancêtres faisaient avant nous. Voilà, que l'art est un petit peu à tous. Merci beaucoup, je vous en prie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint quelque part ce qu'Antoine nous a indiqué pour présenter sa chaîne. On parle de méthodologie aussi, expliquer aussi son travail. Je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur, au-delà du fait de rentrer en thèse et de se dire il faut que je tienne 3 ans pour finir ma thèse en histoire contemporaine. Et quel a été l'élément déclencheur pour ta chaîne Histonie? Moi, un élément déclencheur, c'est que ma première année de doctorat, je me suis retrouvé dans un colloque, une journée d'études, où beaucoup de monde avait l'air de profondément s'ennuyer alors que tous les intitulés étaient très intéressants, que tous les gens qui parlaient connaissaient très bien leur sujet. Et j'ai fait le constat assez vite qu'à l'université, on était très mal formés à communiquer sur nos travaux, trop souvent. Et que même quand on communiquait, notamment à travers des très bons livres, parce qu'il y a énormément de bons ouvrages universitaires qui sont publiés chaque année, souvent ce sont des ouvrages que les gens ont peur de lire parce que c'est un petit peu effrayant, ce sont des gros livres, des auteurs pas trop connus, qui passent pas à la télé. Et donc moi, très vite, j'ai eu envie justement de faire ce travail de relais, en fait, de prendre ces livres-là et de montrer aux gens que finalement, ils sont accessibles. Et pour moi, c'est vrai que le livre, ça reste
un moteur très important. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment apprendre avec des vidéos parce que c'est pas un format qui fait qu'on va bien assimiler et retenir. Je pense que c'est beaucoup plus propice à la découverte. Mais par contre, mon objectif, c'est vraiment de montrer, par exemple, quand je parle de la Révolution française, quels sont les très bons auteurs qui écrivent sur le sujet en ce moment, par exemple Jean-Clément Martin. Et Jean-Clément Martin qui a écrit une nouvelle histoire de la Révolution française qui fait plus de 600 pages, c'est un bouquin très effrayant. Et ben, je suis très content d'avoir des gens qui, après avoir vu mes émissions, ont dit ça m'a donné envie d'aller le lire. Et moi qui n'avais pas ouvert un bouquin d'histoire depuis des années, ben, j'ai dévoré ces 600 pages, pas facile à lire pourtant, et j'ai adoré. Donc c'est vraiment dans cet axe-là que je suis rentré. Merci beaucoup. Et est-ce que c'est un peu le même sujet pour votre chaîne Elsa sur l'archéologie de l'environnement, justement? Quel était l'élément déclencheur? Est-ce que là aussi c'est pour expliquer une science qui est peut-être méconnue ou moins bien connue pour la développer? Quelles ont été les vos motivations? Eh bien, en fait, c'est lors de ma licence en archéologie, j'ai eu un cours sur de la géoarchéologie, donc c'était pour comprendre les interactions entre l'homme et le milieu. Et le cours qui m'a marqué, c'était sur la disparition des Mayas liée à la déforestation et à la surexploitation des sols. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai fait mon master là-dedans. Et comme je ne trouvais pas de vidéo qui mêlait à la fois les sciences humaines et finalement les sciences de la nature, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir justement faire une chaîne YouTube pour parler de ce mélange de sciences qui est finalement peu connu et qui sont des facteurs qui restent importants. Après, le but, c'est pas de tout expliquer par les facteurs environnementaux, mais c'est de les replacer au même niveau et les prendre autant en considération que tout ce qui est facteur politique ou économique. Comment s'appelle cette chaîne? Passeport pour hier. Passeport pour hier? Oui. Alors justement, même question bien concernant l'histoire en jeu, parce que là on voit arriver maintenant au-delà des questions classiques d'histoire, maintenant on voit arriver l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est quand même un peu le principe de la chaîne, c'est utiliser le jeu vidéo et voir à travers le jeu vidéo l'histoire. Quel a été l'élément déclencheur justement pour se lancer sur YouTube par rapport donc, aux objectifs qui étaient mis au départ, parce que ça ne va pas de soi pour certains d'imaginer que l'histoire a un lien avec le jeu vidéo ou le jeu vidéo avec l'histoire. Alors il y a plusieurs choses, hein, c'est plein de ramifications qui m'ont amené à créer la chaîne, mais s'il y avait un élément dont je voudrais parler, c'est un cours que j'ai donné en 2014 à des élèves de 4e sur la Révolution française, et en 2014 j'ai sorti le jeu Assassin's Creed Unity qui parlait justement de la prise de la Bastille et de la Révolution française. Et une réflexion est née chez moi, c'est que je leur ai parlé de ce jeu et tout d'un coup j'avais les deux qui étaient au fond de la classe à côté du radiateur, qui ne m'écoutaient pas, et tout d'un coup ils ont leurs yeux qui se sont ouverts et tout d'un coup ils m'ont écouté parce que j'avais parlé de ce jeu-là. Et ils y ont joué, et du coup ma réflexion c'était qui vont-ils croire? Est-ce qu'ils vont croire le jeu qui va leur raconter une narration, une histoire, et qui en plus les récompense pour le faire, que ce soit par à la fois du fun mais aussi par des récompenses dans le jeu? Ou est-ce qu'ils vont croire leur prof d'histoire qui, en plus, va les ennuyer pendant des heures et leur mettre une mauvaise note parce qu'ils n'auront pas bien appris le cours? Et forcément, ben voilà, je me suis dit que le jeu allait forcément gagner. Donc, je me suis dit que c'était intéressant avec eux de déconstruire ce que le jeu pouvait raconter, mais déconstruire dans le sens, faire de la critique dans le sens historique ou historien du terme, c'est-à-dire pas juger le jeu, mais apprendre à prendre du recul par rapport à ce média-là, ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous montre, et pour ensuite pouvoir arriver au savoir historique. Donc vraiment, je l'ai pensé comme une porte d'entrée vers le savoir historique, d'où la porte vers la vulgarisation ensuite. Merci. Et alors du coup, maintenant je voulais plutôt parler de la réalisation des différents épisodes et de la façon dont vous produisez les sujets. Donc Elsa, vous avez remporté le prix Meilleur Espoir de 2021. Et justement sur l'épisode, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est un épisode qui parle d'environnement et Première Guerre mondiale. Donc comment vient l'idée des sujets, comment vous le traitez, quelles sources vous allez consulter, comment en tout cas vous créez l'épisode et vous avez pu donc réaliser ce qui a été primé hier soir lors du prix YouTube 2021. Eh bien, c'est tout simplement au fil des lectures, un sujet voilà, on va lire un article et puis on va se dire que ça peut être un sujet intéressant pour YouTube, surtout s'il n'a pas été encore développé. Et après, le but, c'est vraiment d'aller chercher les sources principales, les sources premières, les sources scientifiques, les lire,
et les vulgariser justement pour qu'ils soient accessibles au public. Et puis les illustrer parce que je pense que l'illustration est très importante aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est très indigeste de lire des articles scientifiques et je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui justement rendent cette information accessible auprès des publics. Et alors, Ségolène, dans le cadre de votre chaîne l'Opératorium, comment vous choisissez vos sujets? C'est en fonction, par exemple, de vos clients. Vous êtes restauratrice du patrimoine, vous avez un musée qui vous passionne commande ou un client qui vous passionne commande, vous dites tiens, mon sujet arrive et je vais pouvoir expliquer un peu comment. Enfin, qu'est-ce qui motive le choix de sujets sur votre chaîne? Alors pas encore, je l'avoue, j'ai pas encore abordé la conservation restauration sur ma chaîne. En fait, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais c'est un métier qui est difficile à vulgariser, vraiment, parce qu'on est dans un domaine très méconnu, extrêmement scientifique, avec de la chimie pointue, et il y a cette image de l'artisanat, encore cette image d'Épinal, du restaurateur qui repeint à neuf, qui a ce prestige de toucher les œuvres de près. Et du coup, il y a toute une réflexion assez difficile qu'on se pose avec tous nos collègues de comment ouvrir notre métier, pas garder des secrets et en même temps faire comprendre un petit peu les enjeux derrière. Du coup, pour l'instant, j'en parle pas trop et mon biais, c'est plutôt commencer par parler justement de la matière pour que déjà le public puisse se rendre compte qu'une œuvre, c'est pas une surface plane, c'est des tas de couches qui se superposent, qui interagissent les unes entre elles. J'en parlais encore ce matin à Elsa du fameux vernis du tableau, la patine. On a toujours cette image, le restaurateur nettoie le tableau, des vernis, ça passe de très jaune à très éclatant. C'est pas anodin comme geste, puisqu'en fait, en faisant ça, on supprime la patine, qui est une interaction entre les pigments et le vernis. Donc pour l'instant, ma chaîne, je l'aborde vraiment d'un point de vue technique, matériel, pour faire un petit peu comprendre aux gens les toucher avec les matériaux de l'œuvre. Et ensuite, je vais apporter tout doucement, disséminer un petit peu d'éthique, de philosophie de la restauration, que finalement c'est presque comme les yogis, en fait, c'est un état d'esprit et de la réflexion éthique sur chaque objet. Des futures perspectives pour la chaîne. Plein de projets. On voit déjà les saisons 2, 3, 4. C'est un petit peu ça, ouais. Tout est très organisé. Et alors, du coup, en fait, dans le cadre de vos travaux de recherche et donc de doctorat, comment on choisit les sujets qu'on aborde sur la chaîne? Parce qu'il y a forcément une problématique autour de votre enquête et vos thématiques de recherche. Est-ce que vous décidez de choisir parfois des sujets annexes? Est-ce qu'en termes de méthodologie, ça vous permet aussi d'explorer des choses que vous n'avez pas encore testées en tant que chercheur? Comment vous travaillez sur Moi, au départ, je m'interdisais totalement de parler justement de ce sur quoi je faisais ma thèse. Parce que justement, devant la caméra, finalement, sur YouTube, je ne suis pas vraiment docteur en histoire, sauf quand je parle de mon sujet d'expertise, qui est la ligne transatlantique au début du XXe siècle. D'ailleurs, le livre est en dédicace. Voilà, on est là pour aussi dédicacer ce livre, après, si vous êtes intéressé. Mais autrement, je considère que je ne suis pas, par ma formation, plus légitime que quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui est pour moi très important, c'est de mettre en avant justement les travaux que j'utilise, de mettre en avant les ouvrages sur lesquels je me suis fondu. Et donc, je pars toujours de ces livres-là. Et donc, ça va être toujours, je lis un livre qui m'intéresse ou j'entends parler de livres intéressants et du coup, je me mets à les lire. Et je vais travailler de façon un petit peu circulaire là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, il y a 1 an et demi, je suis tombé un peu amoureux d'un livre de Jacques Semelin sur la survie des Juifs en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu envie de parler de ce livre, mais du coup, pour pouvoir parler de ce livre, il a fallu que je commence à lire d'autres livres, Robert Paxton, Laurent Joly sur Vichy, par exemple. Et donc, une fois que je suis vraiment assez à l'aise pour parler d'un sujet, j'allume la caméra et j'en parle comme quand je faisais un cours, c'est-à-dire en évitant au maximum d'avoir des notes. J'écris quand même un article que je publierai à côté de la vidéo ensuite, mais j'essaie de parler de façon naturelle, comme si je donnais une conférence, parce que c'est ce qui va rendre le format à peu près écoutable, parce que si je lisais, par exemple, l'article que j'ai préparé, ce serait insupportable. Alors que là, en faisant quelque chose sous un format conférence, ça peut faire une vidéo qui peut durer 1 heure sans être trop ennuyeuse. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et alors, sur la chaîne Histoire en jeu, les choix de thématiques sont-ils influencés par les élèves en classe et leurs sujets de prédilection? Pas du tout. J'ai pas les programmes en tête quand je prépare mes vidéos. Le but,
je ne parle pas de ma chaîne à mes élèves, ils la trouvent tout seuls, mais je leur en parle Ils pas. ont déjà googlisé leur point pour Exactement, voir ils googlisent tous leurs profs, hein, donc était- forcément il y a un pic en rentrée, généralement Ah oui. au mois de septembre il y a un pic de vues parce que les nouveaux élèves ont trouvé la chaîne sur Google. Donc, puis ça, au bout d'un moment, voilà, je commence à être connu dans l'établissement, je ne sais pas. Et donc, le but, c'était pas de traiter tous les points du programme, c'est de traiter des jeux qui sont joués, ou parfois des jeux qui, moi, me plaisent aussi. Et généralement, la démarche, c'est simple. Enfin, je joue au jeu et je me mets, dès que je vois un détail qui m'intéresse, ou dès qu'il y a un point qui aborde le jeu, soit d'un point de vue narratif, soit d'un point de vue level design, sound design, donc ça, c'est au niveau de la construction du décor, au niveau de la représentation du décor, des bâtiments, des personnages. En bref, dès qu'il y a un détail comme ça, je me pose la question, qu'est-ce que le joueur peut ressentir quand il voit ce personnage ou quand il écoute cette narration? Donc vraiment, je pars de ce que le jeu nous donne comme information, de ce que le jeu transmet comme émotion, par exemple, ce qui est très subjectif, ça, parce qu'en fait, en fonction de nos propres connaissances, on va avoir une représentation différente, où on va intégrer, on va digérer le jeu différemment, ou l'information qu'il nous donne différemment. Il y a des joueurs qui vont pas voir les références, d'autres qui vont les voir, etc. Donc j'essaie de me mettre dans la position du joueur qui ne sait rien, qui voit apparaître ça à l'écran, et ensuite je vais faire des recherches en bibliothèque ou sur les articles universitaires pour essayer de voir qu'est-ce que je peux en tirer comme information. Est-ce qu'il y a eu des influences ou des inspirations historiques qui sont vraies ou pas, parce que vu que je ne vais pas appeler chaque développeur pour leur demander, en fait l'idée c'est de me dire peut-être qu'ils ont lu ça, tout du moins on peut faire un lien avec, sans que je puisse vraiment affirmer à 100% qu'ils ont lu le bouquin que moi j'ai lu. Enfin, c'est pas l'objectif non plus. Et je fais aussi des ponts aussi avec les œuvres de pop culture ou les œuvres culturelles qui sont produites au même moment, parce que ça fait partie des références qu'ils ont et qui peuvent se transmettre. Par exemple, dans Assassin's Creed Odyssey, il y a le coup de pied spartiate de 300. Enfin, ça, voilà, c'est une référence pop culture qui est passée dans le jeu, par exemple. Donc, Et est-ce que justement ensuite, les élèves font un retour, ils te posent des questions, à la fin des cours, viennent voir sur tel ou tel épisode, est-ce qu'il y a une interaction aussi, un autre dialogue qui se construit au-delà du programme scolaire quand les vidéos collent avec un point de programme, c'est le cas avec la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, je ne peux pas les empêcher d'aller voir les vidéos, je ne peux pas les empêcher de m'en parler. Je sais aussi que d'autres élèves regardent les vidéos, s'informent sur ces sujets-là. Quand je parle des traumatisés de guerre dans Battlefield 1, forcément c'est un sujet qu'on aborde en cours, donc forcément s'ils font des recherches sur internet, et il faut avouer qu'aujourd'hui les élèves font d'abord des recherches sur internet avant d'aller dans les bibliothèques, hein, même si on travaille à leur expliquer comment travailler, c'est leur premier réflexe, donc forcément ils vont tomber sur ces sujets-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir un discours qui est à la fois accessible, parce que ça peut leur être ils peuvent le consulter, un discours qui est peu vulgaire. Je m'interdis, même si des fois ça donne envie de crier un peu ou de s'énerver, je m'énerve, mais de manière assez polie, on va dire. Et j'essaye d'être le plus compréhensible, je l'ai dit, mais de sourcer mes vidéos. Enfin, vraiment, il y a, dans la description, je mets les références de mes lectures. J'en mets pas des tonnes et des tonnes non plus, parce que le but, c'est pas d'écrire une thèse sur le sujet, mais sur la dernière, par exemple, j'ai travaillé sur les traumatisés dans Battlefield 1 et sur comment la musique d'introduction du jeu pouvait aborder et permettre de replacer le joueur dans un contexte. Et je suis tombé sur un médecin, Thomas Salmon, parce qu'on sait peu de choses sur les traumatisés de guerre aux États-Unis dans les années 20. Et j'ai profité de cette vidéo pour parler de Thomas Salmon. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de partir de ce que dit le jeu, de ce que montre le jeu, de ce que fait entendre le jeu, pour ensuite parler d'un sujet historique. Et donc sur la chaîne History, est-ce que justement, parce que vous êtes toujours en interaction dans vos vidéos avec vos chaînes, vous êtes en interaction avec un public qui peut être très large, qui peut être aussi celui des réseaux sociaux, en fonction de là où vous êtes présent. Est-ce que dans le cadre des sujets de recherche, avec des choses qui sont présentées sur votre chaîne History, vous avez des fois corrigé des choses, modifié des choses, envisagé de nouveaux épisodes sur un sujet donné, en lien avec cette interaction avec le public? Parce que c'est ça aussi. Alors c'est à la fois un risque, c'est un avantage, ça peut être aussi un inconvénient, mais voilà, comment ce public, le public d'ailleurs qui est sans doute présent aussi aujourd'hui, qui regarde vos vidéos, comment il peut influencer aussi votre production sur votre chaîne? Alors personnellement, je pense que je traite quand même de sujets qui sont souvent tellement spécifiques que c'est rare qu'il y ait vraiment des corrections énormes qui soient apportées et qui nécessiteraient vraiment une reprise à l'écran. Par contre, je pense que l'interaction avec le public, il faut l'envisager surtout en amont, en prévoyant justement comment va réagir le public. Et moi, c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que par le fait que j'étais universitaire et ainsi de suite, et puis qu'en plus, je fais vraiment des vidéos
sans fioriture, je suis juste devant mon bureau, je parle pendant 1 heure, ça pouvait me donner une aura de sérieux dont il faut que je me méfie. Donc c'est très important pour moi de répéter aussi quand je suis un peu moins sûr de ce que je vais dire, par exemple, d'expliquer comment j'ai travaillé, qu'est-ce que je suis allé chercher. Donc d'une certaine manière que la vidéo parle aussi de comment elle a été réalisée. Donc de plus en plus maintenant, je mentionne dans la vidéo même les livres dont je me suis servi, et ainsi de suite, pour vraiment être transparent sur la méthode. De la même manière aussi, je pense que comme je parle en plus beaucoup d'histoire politique, je pense qu'on on ne peut jamais vivre dans un monde des idées qui serait déconnecté du reste. Je suis un individu politisé comme tout le monde d'une certaine manière, donc je pense que j'ai cette responsabilité aussi vis-à-vis de mon public, de dire d'où je parle, de dire aussi un petit peu quelles sont mes idées, non pas pour faire de la propagande, mais justement pour ne pas me placer dans une fausse neutralité qui pourrait tromper, qui pourrait induire en erreur. Et comme ça, les gens savent très bien d'où je parle. Un exemple tout bête, là, je suis en train de préparer une très longue vidéo sur l'histoire des élections présidentielles, et pour moi, il me paraissait très important d'expliquer que à partir de l'élection de 2002, on parle d'élections que j'ai vécues consciemment, on va dire, auxquelles j'ai assisté, et où, du coup, je suis forcément moins neutre que quand je parle de l'élection de Georges Pompidou en 1969. Donc, c'est des précautions qui me semblent à prendre avant. Mais par contre, le public, maintenant, moi, j'ai aussi des interactions qui sont très restreintes, dans le sens où je modère systématiquement les commentaires parce qu'on est sur Internet et qu'on voit aussi des choses très violentes. Moi, j'ai de plus en plus de commentaires fortement antisémites, par exemple, dans mes commentaires. Donc maintenant, je modère systématiquement parce que très tôt, on a commencé à me demander si j'étais pas payé par le Mossad, par exemple. Et puis, donc, modérer ce genre de choses, modérer aussi la violence, parce que par exemple, on m'a envoyé la photo de la tête tranchée de Samuel Paty en m'expliquant qu'en tant que prof gauchiste, je serais le prochain. Donc voilà. C'est extrêmement violent et l'interaction. Voilà, donc dans ces cas-là, il faut aussi se protéger. Et alors, Elsa, sur votre chaîne, est-ce que vous, en termes d'interaction justement avec le public, est-ce que ça influence aussi la manière dont vous produisez vos épisodes? Vous avez pu revoir peut-être certains de vos épisodes? Non, pour le moment, ça ne s'est pas encore présenté. Il n'y a pas eu de choses vraiment à reprendre parce que les sujets que je traite sont quand même un peu des sujets plus de niche. Par contre, dans les commentaires, c'est agréable d'avoir l'interaction quand les personnes posent des questions et que voilà, on peut leur répondre et développer aussi un point qui n'a pas pu être développé dans la vidéo parce que c'est difficile de tout développer. Voilà. Donc non, et voilà, c'est juste pour le moment c'est juste cette interaction-là, puis je n'ai pas encore une aussi grande communauté, donc pour le moment j'ai pas de commentaires. Je n'ai pas de commentaires encore problématiques ou voilà. Et alors sur l'opératorium, Non, je suis un peu, je suis aussi dans un sujet de niche, c'est ça, de niche. Après, je pense que quand on commence sur YouTube, on se pose vite ces questions un petit peu d'inquiétude. Dès le début, en fait, on est assez vulnérable, on se met comme ça devant tout le monde, souvent on montre notre tête, et du coup, c'est vrai que on connaît un petit peu l'envers du décor, par bouche à oreille. On sait que ça peut résulter en des commentaires négatifs, que ça peut porter préjudice, qu'il y ait de la diffamation. Mais je pense surtout que finalement, aujourd'hui, on le sait tout ça. Les premiers youtubeurs n'avaient pas cette chance, ils étaient complètement pionniers. Alors, dans un sens, c'était les premiers, donc il y avait peut-être moins de critiques aussi, parce que on découvrait, tout le monde découvrait ensemble. Aujourd'hui, il va y avoir un public qui peut être beaucoup plus critique. Mais il y a tellement de choix aussi sur YouTube que finalement, j'ai l'impression qu'on attire un petit peu la communauté qu'on veut et qu'on peut se protéger. Après, encore une fois, moi, je parle pas de sujets clivants a priori, je parle d'art, je parle même pas. Je pourrais parler d'art contemporain. C'est plutôt ça. Je parle pas d'art contemporain, donc ça va. Mais non, ça pourrait venir en effet plutôt d'un point de vue professionnel. Je disais tout à l'heure que la restauration aujourd'hui, c'est vraiment surtout des éthiques, des visions et des écoles différentes, des anciennes écoles, des nouvelles écoles. Et j'ai très envie justement, dans les futurs formats de vidéo, de donner la parole à mes consoeurs et confrères. Et j'ai envie que vraiment les conservateurs restaurateurs puissent apporter leur propre voix. Et je pense que comme ça aussi, ça ouvre cette dimension de partage. Et j'espère peut-être avec naïveté que du coup, les sections commentaires resteront aussi très ouvertes et d'esprit, on va dire, sur le fait que chacun peut avoir une opinion et que chaque opinion peut s'argumenter. Et voilà, essayer de garder un petit peu cette écoute.
On va voir jusqu'à quand. Alors tout à l'heure, on a discuté, il y a d'autres youtubeurs qui ne sont pas en tribune et on discutait justement de la question de vos employeurs parce que vous pouvez très bien dire Joker, je ne réponds pas, mais vous avez chacun un travail à côté en plus de cette activité YouTube. Alors quelle est la réaction de vos employeurs? Est-ce que vous leur avez dit? Est-ce qu'ils sont conscients? Alors forcément, dans le cadre de l'éducation nationale, c'est les petits groupes. J'imagine que du coup, il n'y a pas trop de secret. Quelle est la réaction de vos collègues? Alors, je ne sais pas personne ne veut prendre la parole, je pose une question qui est... Mais je peux Je viens de commencer. parler. Oui, Mon employeur, c'est Pôle emploi, donc c'est... J'ai commencé la chaîne quand j'étais en doctorat et à cette époque, je n'en parlais pas et c'est aussi pour ça que je ne parlais pas de mon sujet de thèse parce que je me sentais très illégitime et que j'avais très peur de la réaction des collègues. Donc ça a été beaucoup plus récent en fait quand j'ai fait en quelque sorte mon coming out, que j'ai lié mes deux identités, mon identité virtuelle et ma véritable identité en sortant un livre. Et donc là par contre j'ai eu des retours très positifs d'anciens collègues, d'anciens profs aussi, ma directrice de mémoire par exemple qui m'a dit vous savez dans votre ancienne fac tout le monde vous adore. Donc ça c'était très positif. Mais donc comme maintenant je me consacre pleinement à mon activité d'auteur et de vidéaste, finalement, il n'y a pas de conflit. J'en vis mal. Oui, ça, c'est quand même, tout le monde n'est pas Benjamin Briot, voilà, mais je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui me fait manger. Oui, exactement. Non, mais tout à fait. Je ne sais pas si je ne peux pas vous mettre en porte-à-faux si vous voulez dire quelque chose sur la façon. Moi, je suis prof, donc j'ai une obligation légale de déclarer à mon chef d'établissement et à mon recteur que j'ai une chaîne YouTube. Mais c'est juste c'est déclaratif, hein, comme quoi ça existe. C'est une activité éditoriale à côté, mais vu que c'est sur mon temps libre, il n'y a pas de souci. Je ne fais pas écrire les vidéos par mes élèves, donc je ne délègue pas ça. Après, je voulais rebondir aussi par rapport aux collègues, c'est tout à fait intéressant que l'employeur, il va y avoir tout type de réaction parce qu'il y a beaucoup de collègues. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui comprennent mais qui ne le font jamais parce que c'est pas leur délire et on va pas leur enlever ça. Enfin, moi, je pense qu'une éducation, une bonne éducation pour les élèves, c'est une éducation qui permet de voir la globalité de tous les médias, de faire plein de choses différentes. Et donc, il faut qu'on se complète en fait. Hein. Moi, je fais de l'éducation aux jeux vidéo. Donc, la subtilité, c'est que je veux aussi jouer mes élèves à certains jeux vidéo pour refaire de l'éducation à l'histoire. Certains vont parler de films, d'autres de séries, d'autres vont faire de l'analyse des tableaux que moi je fais un peu mais mal. Enfin bref, donc je pense que faut se compléter, donc ça c'est très bien. Après, ceux qui sont vraiment dans l'opposition frontale, je vais essayer de leur expliquer pourquoi je le fais et donc vraiment les raisons à la fois pédagogiques et intellectuelles. Après, s'ils veulent pas adhérer, s'ils veulent pas comprendre, je peux rien, je veux pas les forcer. Toujours est-il que au sein du ministère de l'Éducation nationale, il y a une vraie volonté de valoriser l'éducation aux jeux vidéo, l'éducation par le jeu et donc le jeu numérique et le jeu vidéo. Donc moi, je m'inscris aussi dans cette démarche-là. Donc je suis assez tranquille. Merci. Alors maintenant, du coup, c'est la question du public. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ils sont là aussi si vous avez des... sur leur projet, Il y a aussi les collègues, je vais en parler, mais ceux qui sont d'accord. Enfin, voilà, oui, c'est vrai, on oublie trop souvent ceux qui sont d'accord. Il y en a qui aiment bien, et la dernière grosse activité que j'ai faite sur Battlefield et les lettres de Paulu, je l'ai faite en co-animation avec une collègue de lettres qui n'était pas du tout joueuse du tout. Hein, donc, c'est pas parce qu'on ne joue pas qu'on ne peut pas faire ça. Donc, l'idée aussi, c'est elle m'a nourri de sa réflexion de prof de lettres que moi je n'ai pas forcément, et cette double approche sur le jeu est intéressant. Donc moi j'apporte le côté maîtrise de la manette qu'elle n'a pas, et puis voilà, on peut construire des trucs et des activités qui sont très intéressantes pour les gars. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Une question. Oui, madame. Comme nous qui sommes positionnés des chaînes pour que dans l'objectif que ce soit du sérieux qui nous soit donné. Vous l'avez un peu dit, sourcé, etc. Mais comment nous, on peut, de manière assez facile, nous, et peut-être pour les enfants et les petits-enfants, comment orienter vers des chaînes qui vont dire des réalités. Alors, qui veut répondre? Se lance. On va parler.
C'est pas, Je dirais que c'est le même problème en fait que devant la télé par exemple. Moi, c'est vrai que j'ai commencé aussi sur YouTube, notamment parce que beaucoup d'émissions télé en histoire disaient des énormités terribles. Mais avec une très grande crédibilité, sauf dans les milieux des historiens, où on était tous à se taper sur la tête en se disant comment c'est possible qu'on raconte ça. Et je sais que c'est pas vrai que pour l'histoire, hein, c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres disciplines scientifiques. Et donc, je crois que YouTube, c'est le même problème, et c'est le même problème aussi face à des livres. On en trouve des qui sont édités à très grand tirage et qui contiennent énormément d'erreurs. Ça prend en fait l'esprit critique, et malheureusement je trouve qu'on est très peu formé à ça, à savoir comment différencier du bon du mauvais, et c'est pour ça que moi j'en reviens toujours à la méthode, c'est-à-dire que je veux surtout pas que mon public me croie sur parole. Il faut vraiment revenir à la méthode et expliquer justement comment on travaille toujours, pour essayer de permettre aux gens ensuite de revenir à la source aussi, parce que le fait de donner ces sources, c'est aussi un risque, c'est que les gens peuvent aller voir dans la source et dire ah ben mais tu fais dire l'inverse de ce que dit le personnage là. Donc c'est aussi à double tranchant, et pour moi c'est très important de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une réponse éventuellement pour madame. Voilà. Ça dépend aussi de l'âge des enfants dont vous parlez. C'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas forcément, à ma connaissance, beaucoup de YouTubeurs qui se spécialisent pour des très jeunes. Par contre, le ministère de la Culture a créé... Oui, exactement. Et ça, c'est rare, tout à fait. En plus à l'écran. Vous faites bien de le dire, c'est le moment. Voilà, Donc il y en a quelques-uns. Voilà. Un des finalistes qui était là hier. Après, le ministère de la Culture a fait une liste qu'on retrouve sur Internet de tous les YouTubeurs un petit peu vérifiés, on va dire, par des enseignants, justement, et donc qui permettent un petit peu d'orienter les sujets. Et enfin, pour conclure, on est plusieurs membres du label Hérodote, avec Elsa notamment, et même on a 2 membres juste ici. Alors, le label Hérodote, c'est un collectif de vidéastes sur YouTube qui font de l'histoire spécifiquement. Donc, ça n'a pas l'ambition d'être un label dans le sens on est l'élite de YouTube, absolument pas. Mais en tout cas, c'est un collectif d'entraide où on va se relire les uns les autres. Il y a des personnes qui sont autodidactes, il y a des étudiants, il y a des docteurs, des universitaires. Donc, c'est vraiment très, très ouvert, en fait. Il n'y a pas du tout ce côté fermé de sectaire. Et entre nous, justement, on se donne nos avis pour vérifier nos sources, vérifier aussi qu'on est des bons vulgarisateurs. Parce que c'est pas tout de transmettre nos connaissances sur YouTube, il faut aussi que ce soit bien transmis et que ce soit accessible. Donc ça peut être une petite piste, mais bien sûr tous les beaux youtubeurs ne sont pas au label. Après, pour compléter la réponse, il y a aussi, on est sur Internet, c'est un peu le mode Wikipédia aussi, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de la multitude, pour reprendre les termes d'un ouvrage de Henri Verdier qui est ambassadeur du numérique en France, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autocorrection aussi. La moindre erreur, j'allais dire, et c'est pour ça que j'interrogeais chacun d'entre eux sur le pouvoir des commentaires et du public, c'est-à-dire la moindre erreur va tout de suite être captée par quelqu'un, parce qu'ils ont des audiences tellement importantes, et du coup va contraindre aussi, va corriger quelque part, c'est l'effet Wikipédia. Il y a une espèce de correction qui est faite, et donc qui permet aussi de savoir quelles sont les chaînes qui sont, j'allais dire, valables d'un point de vue scientifique, ou qui sont à la pointe de la recherche scientifique et qui ne véhiculent pas aussi des thèses qu'on aurait pu aborder il y a 40 ou 50 ans, mais qui ont été renouvelées d'un point de vue historiographique. Donc il y a aussi ce pouvoir aussi qui fait que il y a des chaînes qui se distinguent d'autres. Donc vous en avez un panel ici, vous en avez aussi sur notamment les finalistes des précédentes éditions, qui eux ont un travail reconnu par la communauté et qui permet de cibler finalement cette qualité scientifique. Il faut savoir aussi que certains travaillent avec des historiens, ne sont pas tout seuls derrière leur écran, et travaillent aussi avec des historiens. Il y a des communautés où entre eux, effectivement, ils ne l'expliquent pas forcément toujours, mais le label Hérodote en est une bonne opportunité. Mais ils travaillent aussi entre eux pour s'auto-corriger ou en fonction de leur domaine de spécialité. Et ce qu'ils ne le diront pas, mais moi ce que je trouve assez remarquable dans le travail qui est fait par l'ensemble de ces youtubeurs, c'est qu'ils sont vraiment, en tout cas, les bons youtubeurs, ils sont intègres, ils sont très modestes, ils ne le disent pas, mais ils font un travail remarquable en termes de lecture et de vulgarisation, parce que c'est très compliqué de faire de la vulgarisation. Et en plus, ils mettent ce travail un peu sur la place publique, et ils savent que derrière, ils peuvent se prendre tout un tas de commentaires, y compris de la part de spécialistes. C'est jamais toujours très bon, mais bon, c'est le principe de citer ses sources. Mais en tout cas, ce pouvoir de la multitude fait aussi que les bonnes chaînes c'est celles qui remontent aussi parfois le plus vite dans
dans les occurrences sur Google ou autre parce qu'ils sont reconnus. Alors, pas toujours le cas, on est d'accord, mais en tout cas. Et je pense aussi aller regarder le profil aussi des youtubeurs derrière. C'est vrai que ça joue beaucoup quand vous avez derrière des gens qui sont en train de préparer un doctorat, qui sont docteurs en histoire, qui sont profs, maîtres de conférences, qui sont restaurateurs, conservateurs-restaurateurs, et qui sont professeurs d'histoire-géographie. C'est aussi des moyens de cibler aussi en termes de qualité. Donc voilà. Mais vous avez les références sur le site Histoire de lire, sur le site du ministère de la Culture évidemment, et puis voilà, ça fait beaucoup de choses à faire pour vos soirées ou vos trajets dans les transports en commun, parce que c'est vraiment, vous avez des vidéos qui font 5 minutes, d'autres qui font 1 heure et c'est du documentaire, donc il y a beaucoup de choses à découvrir en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais 2 questions. En moyenne, est-ce que vous savez combien de temps vous prend l'élaboration d'un épisode sur la préparation, le montage et le match? Et deuxième question, c'est cet investissement de temps. Est-ce que c'est vraiment par passion ou est-ce que vous arrivez à en tirer des bénéfices? Voilà. Qui veut commencer? En termes de temps, c'est long. J'ai pas de formation en audiovisuel, donc la première vidéo, j'ai mis 2 mois à la faire parce que je maîtrisais pas du tout les logiciels de montage. Voilà. Donc si on compte, j'ai jamais chronométré exactement combien de temps je mettais, mais moi en termes de test, je teste le jeu, ensuite que je fasse mes recherches, que j'écrive, sachant que la première version que j'écris elle est jamais bonne parce que c'est trop écrit, donc après je la retourne, enfin bref, donc ça peut prendre beaucoup de temps, plus le montage pour faire quelque chose de dynamique, parce que c'est un format que je souhaite. Donc ça, maintenant, ça peut mettre 2 jours, enfin 2 jours, c'est pas 2 jours complets, mais ça peut mettre, maintenant je peux mettre 8 heures, 9 heures pour fabriquer une vidéo et je compte pas l'écriture. Pour vraiment juste fabriquer l'objet, ça pourrait bien prendre une petite semaine en prenant un peu de temps après mes cours, quoi. Donc, oui, c'est un investissement en temps qui n'est pas négligeable. Alors, je suis pas du tout un bon exemple pour la régularité, je suis pas régulier. Parce que du coup, voilà, moi je suis prof à côté, et quand j'ai des copies à corriger, il faut que je les corrige. Il y a des événements en dehors, en plus j'ai un bébé de 18 mois, donc forcément je préfère m'occuper de bébé plutôt que de faire mes vidéos. Donc je suis pas du tout un bon exemple pour la régularité, je sais que j'en paye aussi un peu le prix par rapport à ça. Et je me cherche aussi au niveau du format, donc en fait j'en change un peu à chaque vidéo, parce que vu qu'il y a du temps entre 2 vidéos, je me dis bah, ça j'aimais pas trop, je vais changer, et du coup, je change aussi mon format. Donc je suis pas un bon exemple, mais je suis incapable d'avoir à la base le rythme, c'était 2 vidéos par mois, une courte, une longue, et au final, si on est une tous les 2 mois, et c'est une courte, au final. Mais parce que j'ai envie de... Est-ce que je dépends pas de la plateforme? Voilà. Et donc non, je gagne pas ma vie avec YouTube. De toute façon, YouTube m'interdit de gagner ma vie avec. Oui, c'est ça, parce que la question de la monétisation, c'est quand même assez complexe. Voilà, mais c'est... Non, parce que je suis prof à côté, j'ai cette aisance, enfin, cette sécurité, je ne vais pas dire aisance, mais cette sécurité à côté. En fait, mon métier, c'est de faire de la vulgarisation à des enfants entre 12 et 15 ans. Et ma volonté, c'était, en fait, je savais faire ça pour des enfants, je voulais le montrer aussi à d'autres, donc l'ouvrir à plus de monde. La passion, oui, c'est du plaisir, mais il faut aussi que j'y trouve un intérêt, donc c'est pas non plus par pur altruisme, mais par, voilà, parce que c'est du temps. En fait, voilà, ça me coûte du temps, et pas forcément de l'argent, mais du temps. Vous donnez quelque chose et vous n'avez rien en retour. Si, il y a des discussions, il y a le fait d'être invité dans des salons comme ça, de pouvoir discuter avec vous aussi, le fait de rencontrer d'autres vidéastes, au final, en voyant leur contenu, en discutant avec eux aussi, ça vous donne des idées sur comment améliorer ça, gagner du temps aussi par rapport à les gars, on parlait technique, enfin voilà, ça permet ce genre de choses-là. Et même si on est sur YouTube, moi je crois beaucoup au présentiel, un terme qu'on a oublié, mais aux rencontres, etc. Et si j'avais pas fait ma chaîne YouTube, je pourrais pas faire ce que je fais au rectorat de Clermont-Ferrand, je pourrais pas organiser des festivals autour du jeu vidéo et de la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo en dehors pendant les vacances. Enfin, il y a du bénéfique aussi, hein, et puis intellectuellement, quand on est enseignant, on a assez vite tendance à s'empâter, à s'enclouter et à rester dans une routine avec les enfants, même si tous les enfants sont différents. Mais moi, je retrouve avec la chaîne YouTube un peu la dynamique de recherche que j'avais quand j'étais en master, c'est-à-dire voilà, je trouve un sujet, il faut que je pioche, il faut que j'aille chercher dans des sources, alors même si j'ai pas autant de temps de le faire que j'avais le temps avant, mais puis ensuite je suis loin des centres de documentation sur les sujets que je traite, mais via les archives en ligne, on peut trouver des pépites
ma vidéo sur les meuniers, j'ai adoré travailler. C'est un sujet, c'est les meuniers au Moyen-Âge, en Bohème. Enfin, je veux dire, c'est le sujet, ça n'intéresse pas grand monde, mais de retourner dans les fabliaux du XIIIe, XIVe siècle, c'était vraiment marrant, et puis d'essayer de raconter cette histoire-là. Comment ça se fait que les meuniers, dans un jeu vidéo sur le Moyen-Âge, sont représentés comme des voleurs? Alors, on pourrait penser que c'est totalement faux, et en fait, non, c'est une réalité du Moyen-Âge qui a été transcrite dans le jeu. Donc, vidéo qui n'a pas beaucoup marché, mais c'est même pas ça important. L'exercice intellectuel, pour moi, il est très important. Je rajouterais quand même que c'est un travail aussi qui a une bonne part de ce qu'on pourrait appeler un travail informel, qu'on peut difficilement quantifier. Je ne sais pas pour vous. Moi, je sais qu'en plus, alors sur ma chaîne, il se trouve que tout le travail vraiment chiant, c'est une amie qui s'en charge. Tout ce qui est montage, illustration, etc. Et c'est son domaine. Et donc, on se répartit. Donc, elle se tape vraiment les heures. Moi, je me tape le sous-titrage qui prend quand même du temps parce que globalement, pour sous-titrer 10 minutes de vidéo, il faut 1 heure de travail. Donc, quand je fais une vidéo d'1 heure et demie, je suis très triste. Et par contre, moi, c'est vrai que le tournage, par exemple, je le vois pas passer. Je passe presque plus de temps à monter mon matériel, à ranger mon bureau, qu'à tourner ensuite, puisque quand je fais une vidéo d'1 heure et demie, c'est que j'ai parlé 1 heure et demie devant la caméra, j'ai quasiment rien retouché, recoupé. Par contre, avant ça, il y a tout un temps de lecture, de préparation. Moi, même l'écriture, finalement, ça va assez vite. Mais par contre, des fois, il va y avoir eu plusieurs mois de lecture, de choses comme ça. Et est-ce que quand je lis un livre d'histoire au lit, c'est encore du travail? Le fait est qu'à la fin, ça débouche quand même là-dessus. Et donc, c'était la même chose pour la thèse, en fait, où des fois, je me disais, mince, ce mois-ci, j'ai rien fichu. Alors qu'en fait, j'avais beaucoup travaillé. Mais mes vidéos, j'en prépare une bonne partie, je pense, aux toilettes et sous la douche. Donc, c'est compliqué de savoir. Et alors après, est-ce qu'on a envie? Nous, par exemple, on a fini quand même par ouvrir la possibilité aux gens de nous faire des dons, enfin de faire des dons à une association qui ensuite nous rémunérera, parce que c'est aussi le gros problème qu'il y a, c'est comme on est sur un secteur totalement novateur d'une certaine manière, il n'y a pas de cadre légal vraiment bien fait. Donc pendant longtemps, par exemple, beaucoup de gens, enfin aujourd'hui encore, beaucoup de gens ouvrent un Tipeee puis touchent de l'argent, mais on ne sait pas comment déclarer, on ne sait pas comment faire. Moi, à l'époque, on avait de toute façon, nous, un objectif qui était, comme on est deux, on veut être tous les deux payés pareil, on veut tous les deux payer nos cotisations sociales et ainsi de suite. Donc on a tous les deux dit il faut qu'on ait un cadre légal. Quand Tipeee nous a contactés pour nous proposer de recevoir des dons et tout ça, et quand je leur ai posé la question, oui, mais comment ça se passe sur les impôts, sur tout ça, ils m'ont plus répondu, ils n'existaient plus. Donc on a cherché comment trouver une structure, on a créé une association qui va pouvoir nous rémunérer quand on aura fini les démarches avec l'URSSAF. Mais du coup, c'est vraiment la part pas sexy, et tout ça vraisemblablement pour qu'on puisse toucher, selon les vidéos, on pourra peut-être aller de 400 bruts à 800 bruts chacun, et on serait déjà super content, parce que c'est déjà énorme quand on travaille. Mais voilà, et donc à l'heure actuelle, par contre, moi, le seul argent que j'ai touché jusqu'à présent de travail sur YouTube, c'est pour d'autres chaînes, enfin, pour une autre chaîne, la chaîne de Nota Bene, Benjamin Brio, qui lui m'a rémunéré pour lui écrire des scripts, et donc là, pour le coup, c'est vraiment... C'est du... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite, justement, Antoine est en dédicace de son livre, justement, il en parlait tout à l'heure, juste à côté pour ceux qui sont intéressés. Je sais pas si... Et à 16h, et à 16h, tu enchaînes avec un... Mais voilà, si vous voulez vous faire dédicacer le livre, donc si tu veux le présenter en... Oui, c'est ma thèse en fait. J'étudie la ligne transatlantique au début du XXe siècle, donc les grands paquebots du Titanic aux Normandies. Et j'étudie à la fois les questions politiques autour de ça, comment on finance une ligne transatlantique, mais aussi toutes les questions liées à l'immigration, aux différents pays qui se battent pour construire le plus gros bateau, quitte à rajouter une figure de proue immonde à l'avant pour être sûr d'avoir gagné 10 cm. Comment on fait aussi par rapport aux grands naufrages, ce genre de choses. Donc c'est vraiment tous les aspects que j'étudie, puis donc on va parler un peu plus en détail. Sinon, allez voir les chaînes, vous me rappelez Histoire en jeu, l'Opératorium... Passeport pour hier. À chaque fois, je me dis pas passeport pour demain, c'est passeport pour hier et Listony. Donc sur YouTube, sur les réseaux sociaux, certains sont sur Twitter, Instagram, Twitch, je crois, pour ne rien oublier. Et donc, allez voir leur chaîne, likez, commentez, voilà, et vous pouvez interagir avec eux. Et en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, parce que c'est toujours extrêmement passionnant de discuter avec vous. Et donc, très bon salon à tous. Et à l'année prochaine. Merci. Merci.